6h14, Thomas Soto ouvre le kiosque d'Europe 1. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Marion Calais pour la région, Axel de Tarle pour l'écho et Varroc pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Encore un jackpot pour l'ex-patron d'Alcatel. Michel Combes, épinglé par Aujourd'hui en France et par l'Obs, nouveau dirigeant d'Altis. Il a négocié un contrat qui pourrait lui rapporter plus de 100 millions d'euros. Mais cette fois-ci, c'est clairement lié aux résultats de l'entreprise polémique qui risque sans doute de prendre de l'ampleur dans les heures qui viennent. Un autre chiffre, un pourcentage en une du Monde qui remet les choses à leur place. L'Europe accueille moins de 10% des 4 millions de réfugiés syriens. À propos du casse-tête syrien, comme le titre Direct Matin, le Figaro s'inquiète des étranges manœuvres de l'armée russe, armée suspectée de renforcer sa présence militaire auprès de Bachar el-Assad. Moscou veut éviter l'effondrement brutal du régime, écrit le Figaro. La Russie qui vote ce week-end, nous rappelle La Croix. C'est pas tant l'enjeu de ce scrutin régional qui nous intéresse, mais bien ce qu'il révèle, ce qu'il dit. Dans un pays sans réelle opposition, ces élections devraient consacrer la mainmise de Vladimir Poutine sur un pays de plus en plus conservateur. Plus proche de nous, Libération fait sa une sur l'encadrement des loyers. Pourquoi ça marche ? Les professionnels de l'immobilier prophétisaient une catastrophe pour l'entrée en vigueur de la loi Duflot. Or, le nombre d'abus a diminué, écrit Libé, et le marché se porte bien. Libération qui dénonce au passage les chiffres des agences maquillées à la truelle et s'attaque notamment au réseau Century 21 qui n'a pas hésité à publier une étude avec des prix de location largement sous-évalués pour s'attaquer à la loi Allure. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes ce matin dans la presse régionale ? Ce cas mortel de légionellose à Montpellier, c'est à la une de Midi Libre avec cette décision radicale. Fontaines et brumisateurs de la ville ont été arrêtés. Il faut dire qu'au total, ce sont 8 personnes qui ont été infectées. Il y a même eu une personne qui en est décédée avant-hier. Un nouveau magistrat à Toulouse. La ville rose aura son procureur antiterroriste, annonce la Dépêche du Midi. Les mains comme en prière devant le visage. Photo de Paul François à la une de la Nouvelle République. C'est l'agriculteur qui fait plier Monsanto. La responsabilité du groupe américain a été confirmée hier par la Cour d'appel de Lyon. L'histoire du jour, Marion, elle est à lire dans le Maine Libre avec l'appel au secours lancé par un vacancier français en Thaïlande. Il s'appelle René Reynaud, à 59 ans et après avoir vendu son bar du Mans, il était parti pour ses premières vacances de retraité. Mais à peine arrivé, René a été arrêté, emmené au commissariat, placé en prison. Ils m'ont rasé la tête, ils m'ont déshabillé, ils m'ont enfermé dans une cellule de 150 mètres carrés dans laquelle nous étions 400. Un bol de riz par jour et des menaces de coups. Au bout de 6 jours, René a réussi à sortir en payant une caution de 6 000 €. Tout ça pour 6 faux billets de 100 €. Le retraité est accusé d'avoir introduit de l'argent contrefait et d'être en possession de faux billets. Ses amis au Mans évoquent des billets qui seraient entrés en sa possession durant la période des 24 heures du Mans. Lui, René, assure qu'il s'agit d'un échange qui a été fait en son absence. En tout cas, il attend son audience fixée dans 84 jours, mais déjà il prévient. Incroyablement long. C'est incroyablement long et surtout il prévient après cet épisode en prison, je préfère me tuer que de retourner en prison. Voilà, à lire, histoire à lire dans le Maine Libre ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on a appris il y a quelques heures, là dans la nuit, qu'un nouveau drapeau allait bientôt flotter devant le siège des Nations Unies à New York. Et pas n'importe quel drapeau, puisqu'il s'agit de celui de la Palestine. Breaking news, c'est écrit sur le compte Twitter de Palestine Today. Une résolution vient d'être adoptée à New York. 119 voix pour sur les 193 pays membres. C'est donc décidé. L'ONU a désormais 20 jours pour hisser le fameux drapeau noir, rouge, blanc et vert. Alors dans la presse arabe, le Premier ministre palestinien salue un pas de plus, un pas important sur le chemin qui mène au statut de membre à part entière. Parce que oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, cet État est encore simple observateur aux Nations Unies, comme le Vatican d'ailleurs. Alors cela signifie que la Palestine ne prend pas vraiment part au débat, mais elle a tout de même accès aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Alors ce statut d'observateur, il est assez récent. Il date de 2012. Il avait donné lieu à un vote historique et à des débats assez houleux à New York à l'époque. L'apparition du drapeau palestinien, c'est donc une nouvelle étape. C'est un symbole, mais le symbole est quand même assez fort. Et du coup, comment réagit Israël ? Alors, évidemment, les premiers commentaires n'ont pas tardé. L'ambassadeur aux Nations Unies y voit un geste symbolique, lui aussi, mais un geste vide de sens. Il accuse les Palestiniens de prendre l'ONU en otage. Évidemment, Israël avait voté contre la résolution.
comme les États-Unis. Alors nous, les Français, on a voté pour. L'ambassadeur de France aux Nations Unies parle d'une lueur d'espoir. Alors on l'a compris, on va se calmer. Cela ne veut surtout pas dire que le conflit va se régler comme par magie. Les négociations n'avancent pas, ça c'est un fait depuis plusieurs années. La prochaine image forte, ce sera à la fin du mois. L'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Tous les médias du monde entier seront là. Et on guettera évidemment l'image des délégations israéliennes et palestiniennes tout près de ce drapeau. Vous le disiez, on est davantage dans le symbole que dans l'avancée diplomatique sur ce dossier. À la une de l'Écho, Axel de Tarlet. Tiens, si on allait chez McDonald's, qui ne veut plus d'œufs de poule élevés en batterie, c'est-à-dire sur la tribune.fr. Exactement, parce que je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos épouvantables où l'on voit les poules dans des toutes petites cages où elles ne peuvent pas bouger, où elles ne voient jamais le jour. Eh bien, McDo a dit stop. Plus de cages je n'achèterai plus d'œufs issus de ces fermes industrielles. Donc c'est du plein air. Non, alors justement, c'est pas du plein air. C'est toujours dans des installations industrielles confinées, mais c'est plus dans des cages. Voilà. Alors, McDonald's a dit qu'il ferait ça pour les États-Unis. On parle tout de même de 2 milliards. McDo achète 2 milliards d'œufs par an. On mange des œufs chez McDo ? Oui, dans les recettes, dans le McMuffin. Dans les sauces, non ? Il y a une photo, dans les sur le recettes. compte Twitter d'Europe 1, eux à matin, juste derrière vous. Ah oui, on voit l'œuf qui dégouline. C'est vrai. Voilà. Alors, en France, il y a un peu la même chose. McDo dit qu'il est déjà dans cette transition, plus d'œufs en cage, plus d'œufs issus de poules élevées en cage. Et McDo dirait. Alors, ce qui est intéressant, c'est la justification. McDo dit répondre aux attentes des consommateurs. Vous voyez, c'est pas pour plaire aux poules, c'est pour plaire aux consommateurs. Non, mais la nuance est importante. Bien sûr. La nuance parce que les manifestations de poules devant le McDo, il y en a beaucoup. La nuance est importante parce que ça veut dire que la pression de la société civile, ça marche. Hein. Mais de la même façon, McDonald's a dit qu'il renonçait aux antibiotiques pour les poulets qui deviendront des McNuggets. Vous voyez, le bien-être des poules, il termine en nuggets. Mais en tous les cas, la pression des consommateurs fait que nous ne voulons plus voir ces cages épouvantables. Nous ne voulons plus d'antibiotiques dans ce que nous mangeons. Et ça veut dire qu'à un moment, c'est important parce qu'à un moment où l'on s'interroge sur le modèle de notre agriculture, eh bien on s'aperçoit que ce modèle ultra productiviste, il est rejeté. Même McDo n'en veut plus, donc vous voyez, c'est important et c'est le si. Alors McDo dit qu'il va aider les agriculteurs justement à passer vers une agriculture un peu plus bio, un peu moins productiviste. Voilà, c'est donc à lire sur la tribune.fr. McDo qui ne veut plus de poules élevées en batterie. Et Axel de Tarlet nous dit ce matin que ce n'est pas pour plaire aux poules. Merci Axel. Dimanche soir, on va regarder la télé avec Eva Rock si elle s'est remise de ce que vient de dire Axel de Tarlet. 20h50 sur TF1, un film, Star 80. On va le faire. On en a toujours rêvé. C'est un flashback dans les années 80 avec une troupe d'artistes confirmés et leur tube inusable qui tourne partout en France. C'est un petit message pour vous, Thomas. Ça va pas. C'était pour vous réveiller parce que bon, il fallait bien. Est-ce qu'on peut évacuer plus sérieusement, il fallait bien un film pour raconter la success story des deux hommes, Hugues Jantelet et Olivier Keffer, qui en 2006 ont eu cette judicieuse idée de monter un spectacle musical avec les chanteurs des années 80 totalement oubliés. C'est donc une comédie et avec dans la peau de ces deux producteurs, Richard Anconina et Patrick Timsit. Alors pour le reste, années 80, boule à facettes, paillettes, pléiade d'artistes qui n'ont souvent fait qu'un seul tube dans leur vie, faut être honnête, et qui jouent leur propre rôle avec beaucoup d'autodérision. Cookie Dingler, Jean-Pierre Madère, Sabrina, Jean-Luc Lahaye, François Feldman, ils sont tous là et ils ont un rêve, c'est finir leur tournée au Stade de France. Alors en attendant, il faut quand même gérer les égos. Les caprices de stars, terminé, hein. De toute façon, c'est pas vous les stars, c'est vos chansons. Voilà, personne connaît leur prénom. C'est quoi vos prénoms? Tic et tac, début et soirée. N'importe qui peut chanter vos chansons. Début et soirée. Alors, on va être totalement honnête. C'est vraiment la comédie populaire par excellence. Tant pis pour le scénario qui est absolument inexistant, mais on s'amuse quand même à voir renaître ces stars d'hier. Et puis surtout, franchement, on chante, on se trémousse, on danse devant la télé et en famille parce que c'est vraiment le film intergénérationnel par excellence. Et puis, on va terminer avec la star du film, la star aussi des années 80. Et l'ironie de l'histoire, c'est sur TF1 à 20h50, oui, après exactement. les adieux de Claire Chazal. Claire Chazal qu'on voit dans ce film. Exactement, Julie. Exactement, elle reçoit ces fameux artistes des années 80 sur son plateau. C'est vrai que dernier JT de Claire Chazal aussi, ça sera dimanche grosse soir. Soirée d'audience à mon avis entre ça et le film. Exactement. Voilà, le film s'appelle Star 80, c'est dimanche sur TF1 à 20h50. Je vous rappelle que le kiosque, ce n'est pas pour plaire aux poules, Mais aux auditeurs. mais aux auditeurs. Donc on vous attend lundi matin, rideau sur le kiosque les amis.